Le CEPAS et ses partenaires ont initié une enquête au mois de novembre 2021 pour savoir les priorités de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Un rapport a été rendu public qui a amené à une série de sensibilisations dans la plupart des communes. Nous allons en parler en toile de fond avec Christian Moleka. Il est l'un des experts du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS en sigle. Bienvenue à vous, bienvenue Christian Moleka. Merci beaucoup monsieur Vincent Mouzongo pour l'invitation et merci pour l'opportunité que nous offre 10e rue Télévision pour parler du CEPAS, de ce que nous faisons pour l'intérêt du pays. Merci bien. Le CEPAS, grosso modo, aidez-nous, aidez également la grande opinion qui est en train de nous suivre, de connaître et savoir c'est quoi le CEPAS et quelles sont les missions assignées au CEPAS. Le CEPAS, c'est un acronyme qui veut dire Centre d'études pour l'action sociale. C'est un centre de recherche qui existe depuis 1965 et qui travaille au développement intégral de l'homme, de façon assez générale, et à la justice sociale. Et donc qui à l'intérieur développe beaucoup de secteurs, il y en a 5. Vous avez la revue Congo Afrique, que beaucoup connaissent d'ailleurs depuis Zaïre Afrique, qui est l'une des vieilles revues politiques que nous avons dans le pays. Parce que depuis 1965, la revue paraît. Vous avez une grande bibliothèque que beaucoup connaissent et qui est fréquentée énormément par les étudiants, les chercheurs au Congo. Vous avez la direction de recherche animation sociopolitique. Vous avez le secteur d'appui au développement avec lequel nous travaillons. Et donc ce sont ces différents secteurs qui forment le CEPAS et qui travaillent, comme je vous l'ai dit, à la recherche-action. C'est-à-dire de la réflexion, mais également comment cette réflexion peut impacter et amener à l'action sociale et donc à l'amélioration de la société dans laquelle nous sommes en train de vivre. Peut-on dire, si on peut parler en termes de bilan, même si ça ne vous concerne pas, vous avez un bilan positif dans le domaine des recherches qui est les vôtres? Déjà, je rappelle qu'en termes de think tank, le CEPAS est l'un des plus vieux think tanks que le pays dispose. Depuis 1965, c'est-à-dire pratiquement à la veille de l'indépendance, ce think tank s'est maintenu. Le CEPAS publie la plus vieille revue de sciences politiques que nous avons au pays. Ça veut dire Congo Afrique. Vous vous rappelez également que toutes les cartographies que nous avons eues en termes de démographie sur les processus électoraux des dernières années ont été menées par Léon de Saint-Moulin, qui est un démographe qui nous a quittés récemment, rattaché au CEPAS. Donc les différentes cartographies que nous avons sur les processus électoraux 2006, 2011, 2018 ont été faites par Léon de Saint-Moulin et par le CEPAS. Donc c'est un travail de contribution qui a été fait. Pour ceux qui approchent du CEPAS savent également qu'il y a énormément de salles de conférences. Donc, il s'agit de la salle Père Boca, la salle Léon de Saint-Moulin, la salle Henri Dedeker, qui sont des salles ouvertes à tout le réseau intellectuel congolais pour des activités de réflexion, des ateliers, ainsi de suite. Et donc rien que par le nom, vous avez des jésuites comme Père Boca, que tout le monde connaît parce qu'il a écrit l'hymne national, qui fait partie de la grande famille CEPAS. Donc c'est une grande machine de réflexion pour le pays et qui a longuement contribué, mais comme c'est une institution des prêtres, dans la tradition des prêtres, c'est des gens qui naturellement ne parlent pas beaucoup de ce qu'ils font. D'ailleurs, j'allais en venir, c'est sur le plan de la communication, on ne vous sent pas et pourtant l'exposé des motifs montre à suffisance que c'est une vieille bibliothèque de la République démocratique du Congo. Tout est question d'approche. Je crois que dans l'approche de l'Église catholique et particulièrement des jésuites, la communication elle n'est pas vraiment au sens de faire le bruit. Vous voyez, ceux qui connaissent l'institution connaissent sa durabilité, sa pérennité dans le temps, la capacité de sa production. Il y a énormément de chercheurs qui gravitent autour de ce qui se passe. Moi, je suis coordinateur de la dynamique des politologues, partenaire du CEPAS, et donc je travaille également dans le pool d'experts. Et il y a énormément d'experts qui sont associés, mais voyez-vous, comme je le dis, il y a une culture propre aux jésuites, il y a une culture propre à l'institution, qui est celle de ne pas faire du bruit et de travailler dans le calme et la sérénité. Très bien, vous avez démarré une enquête au mois de novembre 2021. Et cette enquête, vous l'avez bouclée. Je dois rappeler que vous avez travaillé avec la société civile, mais également quelques partis politiques de la place, notamment MLC, UDPS et tant d'autres. C'était quoi les mobiles d'abord de cette enquête, si nous pouvons revenir un peu en arrière? Oui, en fait l'enquête a été menée dans le cadre d'un projet d'un plan qui s'appelle le plan Repère. Le CEPAS travaille en termes de plan triennal. Et donc le plan triennal 2021-2024 s'appelle Repère, ça veut dire redevabilité, participation, engagement citoyen responsable. Donc, le CEPAS travaille sur ces 3 angles qui sont la redevabilité, la participation citoyenne et l'engagement responsable. Et donc dans le cas de la participation et dans le cas de la redevabilité, le CEPAS avait commencé une réflexion qui tourne autour de la qualité de l'offre politique.
quelle est la qualité de l'offre politique que les acteurs politiques congolais produisent et en quoi cette offre de qualité participe-t-elle à améliorer notre gestion. Et donc pour saisir la qualité de l'offre politique, la démarche qui a été mise en place, c'était celle de saisir les préoccupations des citoyens. Parce que l'offre doit se rapprocher de ce que pensent les citoyens. Si nous voulons avoir un débat sur l'offre, nous devons savoir ce que veulent les Congolais pour proposer une offre en conformité avec ce que pensent les Congolais. Et donc voilà pourquoi la démarche a été d'abord de photographier, de collecter ce que pensent les Congolais, de se faire accompagner des acteurs praticiens, partis politiques et donc producteurs du discours politique, pour qu'ils puissent photographier les préoccupations des citoyens et comme acteurs les transformer en projets. C'est ça la finalité recherchée. Comment rapprocher le discours politique des préoccupations des citoyens. Et puisque le souci, c'est que le discours politique puisse s'améliorer et donc changer notre gouvernance, il fallait ça faire accompagner des acteurs. Et pour les acteurs, c'était les partis politiques qui sont pour beaucoup partenaires du CEPAS. Donc on a fait appel à l'UDPS, on a fait appel au PPRD, à Ensemble, au PALU, à l'UNC et au MLC. Ben, pourquoi? Mais parce qu'il y a des partis de l'opposition, il y a des partis du pouvoir. Et donc ça nous avantage en tant qu'organisation pour nous éviter, pour nous donner une garantie d'intégrité dans la démarche, en même temps d'éviter les quiproquos ou les controverses liées à une quelconque parti pris. Et donc nous avons mis en place une équipe pluri-représentative qui permettait d'avoir société civile et partis politiques de tous bords, et donc renforcer par cette démarche-là l'intégrité de la démarche, mais davantage montrer aux décideurs qui sont dans les partis politiques ou les futurs décideurs, que le travail des partis politiques, ce n'est pas uniquement de conquérir les pouvoirs, mais c'est également de construire l'agenda public à travers la collecte des préoccupations des citoyens que vous transformerez en programme politique afin que l'offre politique se rapproche des besoins des citoyens. Pourquoi les choix des partis politiques qui constituent un fait privé en lieu et place d'inviter les dirigeants pour vous accompagner dans ce que vous faites qui intéresse également la population? Puisque vous avez parlé de la loi de l'offre et de la demande, l'offre politique, mais la demande de la population, elle est directe liée à ceux qui gouvernent et non partis politiques qui, pour ne pas me répéter, sont des faits privés. Nous sommes dans un système, en sciences politiques, on parle de partitocratie, c'est-à-dire ce sont les partis politiques qui gouvernent. Ce que nous appelons majorité parlementaire, c'est une majorité des partis politiques. Donc nous avons pensé, comme se passe, que si nous voulons améliorer la gouvernance, il faut commencer par améliorer la gouvernance au sein des partis politiques. Parce que quand les partis politiques apprennent à développer, les capacités de construction de programmes et de projets politiques, ce sont ces partis politiques-là qui vont aller devenir gouvernants. Gouvernant, ce n'est qu'un moment dans l'action politique. C'est un moment. Ça veut dire un parti politique qui veut conquérir le pouvoir se prépare à devenir gouvernant, et c'est dans la phase de préparation qu'il construit son projet. Et donc, pour nous, le meilleur moment, c'est de les saisir quand ils sont en phase de préparation, pas quand ils sont déjà gouvernants. Parce que le programme, on l'a en phase de préparation, pas quand on devient gouvernant. Voilà pourquoi nous sommes allés vers eux, lorsqu'ils sont encore partis politiques, pour qu'ils travaillent à avoir un projet de société, un programme qui soit en phase avec les besoins et les préoccupations des citoyens. Maintenant, quand ils vont arriver comme gouvernants, si tant est qu'ils deviennent gouvernants, ils vont matérialiser le programme. Donc pour nous, le travail devra se faire au niveau du gouvernement, qui est une phase de matérialisation, mais davantage au niveau des partis politiques, qui est une phase de préparation de projets et de programmes politiques. Pourquoi vous avez choisi ces moments où la RDC se prépare à aller aux élections pour la vulgarisation de ces rapports issus de cette enquête qui a commencé depuis depuis 2021, allais-je dire? Je pourrais dire que c'est pure coïncidence parce que le travail a commencé en 2021. C'est un travail de collecte, donc il faudrait traiter avec tout le sérieux les données pour ne pas fausser la perception des citoyens. Et donc il y a eu un temps de collecte, il y a eu un temps de traitement, des toilettages par les experts, ensuite de production du rapport et de publication. Donc oui, je reconnais également qu'on aurait pu faire moins en termes d'efforts, mais parfois le besoin de perfection vous fait perdre un temps. Et donc on a abouti en début 2023 avec un rapport. Et pour nous, cette coïncidence est opportune. Parce que derrière la production du rapport, il y a un enjeu de débat public que nous voulons mener. Le débat, c'est comment, à travers les élections, les citoyens peuvent s'approprier la problématique de l'offre politique et participer à améliorer le débat public.
Et donc le rapport devient pour nous un outil de sensibilisation. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait les descentes sur terrain, pour apprendre aux citoyens à s'approprier d'abord eux-mêmes l'offre politique, leurs préoccupations et leurs citoyens, les priorités, mais ensuite à travers la campagne électorale, à inscrire dans le débat public la nécessité d'avoir un débat autour de l'offre durant les élections. Ça veut dire qu'ils vont recevoir les candidats qui viendront vers eux solliciter un suffrage. Ce sera un moment pour mettre au cœur du débat l'offre politique. C'est-à-dire, vous voulez chez nous venir solliciter plutôt mon vote et ma confiance, mais qu'est-ce que vous, comme acteur, vous avez comme élément de discours ou comme programme qui répond à mes préoccupations? Et donc, nous avons fait un travail à travers le rapport de sensibilisation et d'éducation électorale pour amener les citoyens à être exigeants en termes d'offres. Le travail d'études a permis de faire l'éducation électorale pour la population en termes d'exigence citoyenne et pour les acteurs en termes de production de rapports. C'est-à-dire pour les acteurs, c'est travailler à améliorer l'offre que vous présentez aux citoyens. Pour le citoyen, soyez exigeants en termes d'offres qu'on vous donne à travers les élections pour que l'offre rencontre vos préoccupations et aide le pays à avancer. Les préoccupations de la population quinoise. 5 communes ont été ciblées dans cette enquête. Cet échantillon nous semble inexistif. Non, je ne pense pas. En matière d'échantillonnage, ce qui compte, ce n'est pas la taille. Ce qui compte, c'est la représentativité. Comment vous faites pour représenter les différentes strates sociales dans l'enquête. Et les techniciens qui ont travaillé à l'élaboration du travail d'enquête, du document d'enquête, ont fait un travail de fourmi pour identifier les différentes strates. D'ailleurs, si vous regardez la composition des communes, vous verrez qu'on a fait un effort d'avoir des communes assez diversifiées. Ça veut dire des communes à tendance urbaine, comme Banalungwa ou limité résidentielle, des communes à tendance rurale, comme Maluku Kimpoko, Njili Kimbanseke ou Kanluka. Et à l'intérieur de ces communes, on a diversifié l'échantillonnage en termes de strates d'âge, en termes de strates de sexe, en termes de strates de revenus et en termes de strates de niveau d'instruction. Ça veut dire qu'on devait avoir dans la composition des gens qui ont beaucoup étudié, ceux qui ont peu étudié, ceux qui ont un revenu très faible, ceux qui ont un revenu élevé, ceux qui sont plus jeunes, ceux qui sont plus vieux, les hommes et les femmes, pour avoir cette composition hétérogène nécessaire à photographier la perception de la population. Et d'ailleurs, l'étude ne s'est pas limitée à Kinshasa. La première étape du rapport présenté s'est fait à Kinshasa, mais ensuite, le CEPAS, en partenariat, a lancé la campagne, avec la campagne Congo Tolingi, a projeté l'étude sur l'ensemble du territoire. Là, nous avons fait 34 villes, 34 de 35 villes. On n'a pas fait tous les 145 territoires, mais on a fait la consultation en Belgique, on l'a fait à Paris, en Afrique du Sud, on l'a fait en ligne à travers l'application qui a été mise en place, et là on a touché plus de 6694 participants. Et donc nous avons aujourd'hui une photographie de Kinshasa, nous avons également une photographie nationale des préoccupations qui s'est étendue à plus de 6000 personnes. Parlant des communes urbaines, Bandalungwa par exemple, les préoccupations, qu'en est-il? En fait, le traitement du rapport n'a pas photographié bon, de manière détaillée, il y a des ventilations par secteur, mais pas uniquement en termes de communes, parce que les questions sont regroupées en thématiques. Il y avait une thématique leadership politique, une thématique démocratie, une thématique sécurité, une thématique justice, une thématique économie, et donc les réponses ont été regroupées en termes de thématiques et en termes de priorités. Par exemple, lorsqu'on a fait l'étude nationale Congo Tolingi avec la campagne Congo Tolingi, 75% des consultés ont dit que pour eux, en termes d'élection par exemple, que les gens que nous choisissons ne sont pas ceux qui sont élus. Voyez, vous avez une perception des Congolais sur le processus électoral. Pour nous, c'est une donnée de perception utile pour la CENI. Ça veut dire que vous avez une population à la base qui n'a pas confiance dans le processus. Et donc, si je suis conseiller à la CENI, quand j'ai une étude comme ça, ben, j'oriente la communication pour dissiper la méfiance et construire la confiance. Vous voyez, ça veut dire certains éléments, c'est un outil que les décideurs, les participants, les acteurs doivent utiliser. Pas c'est des photographies, des perceptions. Bien évidemment, les perceptions sont dynamiques. Mais c'est des photographies, des perceptions qui permettent à ceux qui sont appelés comme gouvernants ou décideurs de dire, sur base de tels indicateurs, je peux construire telle ou telle petite solution. Vous avez par exemple une perception sur la justice.
des Congolais qui vous disent, 76% des Congolais qui vous disent que la justice va mal. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même l'a encore répété. Sur la gratuité, par exemple, 50% des Congolais qui disent que le gouvernement soutient suffisamment la gratuité. Vous savez, quand vous avez un tel indicateur, ça veut dire que si je suis communicateur du régime, l'éducation est un élément qui, pour beaucoup de Congolais, a été, en tout cas 50%, la moitié, ont appuyé dans les consultations la réforme de la gratuité. 50% ont dit que la gratuité n'a pas été bien menée. Non pas qu'ils sont contre le projet, mais il n'a pas été bien mené en termes de réforme mise en œuvre. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a pour les décideurs des moyens d'explorer ces rapports et d'en tirer les conséquences stratégiques ou politiques. Donc pour nous, c'était ça la démarche. Hein, de produire une photographie à soumettre aux décideurs pour que eux, comme décideurs, s'en approprient. Et politiquement, on donne les réponses qui incombent. Si les Congolais vous disent que nous n'avons pas un discours politique qui réponde à nos préoccupations, à nos priorités, ça veut dire que c'est que le discours que les politiques produisent n'est pas en conformité avec la manière de voir des Congolais. C'est-à-dire dans les mots, dans les éléments de langage, les Congolais ne voient pas la priorité à leurs problèmes. Ça peut être le cas du Parlement. Ça veut dire lorsque le Parlement vote en termes de loi, la perception des Congolais consultés ou des Quinois, c'est que vous n'avez pas un Parlement qui inscrit en termes de débat des questions prioritaires pour nous. Il se peut que la perception s'appuie sur un déficit de communication. Il se peut. Et donc, comme institution, ce qu'il faut faire, c'est pas de dire c'est un rapport qui dérange, c'est de dire comment nous communiquons pour montrer à la population que ce que nous faisons correspond effectivement à leurs attentes, ou comment nous construisons une communication qui démontre que les institutions travaillent pour l'intérêt de la population. Votre rapport final, si je vous suis à la lettre, atteste également que la population dont vous avez collecté des données ne partage pas la gestion actuelle de la République, partant des thématiques qui ont été sélectionnées par vous. Comme je dis, il y a plusieurs thématiques qui ont été sélectionnées. Par exemple, en termes sécuritaires, beaucoup de Congolais ont dit que pour eux, en termes de priorité, la sécurité devait être la priorité numéro 1 de l'action gouvernementale. Vous voyez, ça c'est un point de vue. Que la priorité devait être la priorité numéro 1. Et par sécurité, pour les consulter, il y a la sécurité des frontières, donc l'agression, les groupes armés, et en troisième point, la problématique de la sécurité urbaine, Koulouna, violence. Vous voyez, donc la population estime que la sécurité des frontières, c'est la priorité des priorités. Et que sur cette question-là, par exemple, beaucoup de gens qui ont été sondés ont dit que le gouvernement ne fait pas assez d'efforts pour garantir la sécurité des frontières. Mais cet indicateur-là, c'est une perception de la population. Et nous ne sommes que de sortes de collecteurs. À la place des personnes, on aurait pu avoir une application. Hein, on aurait pu mettre les datas avec GPT. L'application aurait collecté et donné la photographie d'un instant T. Je rappelle que l'étude a été faite en 2021 et pas en 2023. Donc la photographie d'un instant T de la perception de la population sur des questions. Donc dans cette enquête, vous n'avez que la mission de collecter les données et non d'apporter la bonne information à cette population qui serait peut-être en déficit d'une bonne communication. Le travail du CEPA, c'était de saisir la perception de la population et pas d'apporter l'information. Et c'est comme je le dis, nous avons amené les partis politiques parce que justement, le travail des partis politiques, eux, comme partis politiques, c'est de communiquer aussi du travail qui est fait, hein, ou du travail qui n'est pas fait. C'est le rôle des partis politiques. Si nous avons amené les partis politiques avec nous, c'est pour leur montrer, voici ce que le Congolais pense. Maintenant, à vous, puisque vous savez ce que eux pensent, de construire les discours qui conviennent, selon que l'on est du pouvoir ou de l'opposition, parce que nous avions des partis politiques et du pouvoir et de l'opposition. Nous pensons qu'en amenant cet élément de priorité et de préoccupation, c'est pour aider les décideurs à prendre conscience de la perception ou de l'impact des décisions qu'eux prennent au niveau de la population. Vous savez, on peut être animé de bonne foi. On peut prendre des initiatives à son niveau et ne pas rencontrer le satisfecit des Quinois. J'ai rappelé dans les émissions passées un exemple simple. Lorsque le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, prend le pouvoir, il pose comme projet politique Kinbopeto, n'est-ce pas? C'est-à-dire la problématique de l'environnement et de l'assainissement, qui, de son point de vue, est une priorité. Vous voyez?
Mais si vous posez aux Kinois aujourd'hui, c'est quoi la plus grande priorité? Peut-être qu'ils vous diront, leur plus grande priorité à eux, c'est la sécurité. Vous voyez? Mais lorsque le gouverneur met en place Kinbo Peto, c'est pas qu'il n'agit pas pour l'intérêt des Congolais. Vous voyez? C'est simplement peut-être que ce que tu fais ne correspond pas aux priorités des Congolais. Il y a une différence entre rencontrer les attentes et rencontrer les attentes prioritaires. Et nous disons aux gouvernants, c'est bien de rencontrer les attentes, mais encore faut-il rencontrer les priorités des Congolais et faire en sorte d'identifier les priorités. Parce que quand vous ne réglez pas les priorités, c'est comme à la maison, non? Vous avez un enfant qui vous dit qu'on l'a chassé pour les frais académiques ou les frais scolaires parce qu'il va à une école. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas acheter l'uniforme pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sac. Vous pouvez acheter l'uniforme, vous achetez les sacs, vous avez le cahier, mais on l'a chassé pour les frais. C'est-à-dire en termes de priorité, ce qui est prioritaire n'a pas été fait. Vous voyez, ça c'est la problématique de ce que l'on fait et de ce qui est prioritaire. Et nous, dans l'étude, nous disons, voici les priorités des Congolais. Et vous, gouvernants, ou vous, futurs gouvernants comme opposants, apprenez à construire une offre qui vise à répondre davantage aux priorités. Parce que tant qu'on ne vide pas les priorités des Congolais, on laisse un sentiment d'insatisfaction qui malheureusement n'est pas profitable pour la démocratie et le développement. À Mavioké, dans la commune de Kimbantseke, vous avez sensibilisé des Kinoises et Kinois sur les votes utiles. On sait très bien que la période elle est électorale. Quand vous avez fait allusion au vote utile, c'est-à-dire que les données à votre possession montrent à suffisance que les gens ne savaient pas comment voter? Pas vraiment, c'est pas vraiment ça l'approche. En fait, comme nous sommes allés à Mavioké, nous avons commencé, comme partout ailleurs, à demander aux populations quelles étaient leurs priorités et quelles étaient leurs préoccupations. À Mavioké, par exemple, ils ont dit que c'était un quartier enclavé. Donc, ça avait besoin d'infrastructures de base, les routes. Et pas de passerelle, pas de pont, c'est une commune, un quartier à Kimbantseke enclavé. Kimbantseke est une commune très enclavée. Parce que les trois grandes routes qui forment Kimbantseke, c'est-à-dire la route Nzoko, la route Mokali et la route de Dokolo, ne se rencontrent pas. Donc vous ne pouvez pas passer de tel quartier à tel autre à l'intérieur de la commune. Et donc le problème d'enclavement est une grande priorité pour les électeurs. Ils nous ont dit qu'ils ont vu les engins venir, commencer les travaux, et les engins sont repartis sans que les travaux soient finis. Et nous on leur a dit, vous comme population, voici vos priorités, c'est les enclavements. Qu'est-ce que vous, comme population, vous pouvez faire à votre niveau pour répondre à cette préoccupation? Ce n'est pas nous qui avons des réponses toutes construites à donner. Nous, on a mené un débat et un éveil de conscience pour que les populations s'approprient la démarche. Donc nous, on n'avait pas des prêts à penser à donner aux gens. Nous, on a mené un débat autour de priorités, de préoccupations. Et c'est dans le débat que les populations ont compris, nous ici à Kimbantseke, à Mavioké, nos élus ne vivent pas avec nous, ils viennent de loin, ils rentrent ou ne sont pas assez engagés sur nos préoccupations. Pendant 5 ans, on n'a pas vu ça. Et nous, on leur a dit, bon, puisque vous êtes vous conscients vous-même de vos priorités et de vos problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Et eux-mêmes ont dit, nous, on pense que c'est d'être différemment quand il faut voter. Nous allons prendre le temps d'écouter celui qui vient pour connaître ses pensées, pour connaître ses idées. Et nous allons voir prochainement pour voter mieux, voter responsable. Et c'est le mot qui est revenu, un vote responsable. C'est-à-dire, vous votez non pas en se limitant à prendre des polos, à avoir des bassins, on sait comment la campagne se passe chez nous, sans discours. Mais cette fois-ci, au moins, nous prenons la résolution, nous comme population de Mavioké, d'avoir un débat avec celui qui vient devant nous et de voir si l'offre qu'il amène correspond à nos priorités et voter responsablement pour que demain nous ne disions pas, voilà, on nous a menti avec les polos, on nous a menti avec le pain. Dans les laboratoires politiques des partis, des formations politiques en RDC, il y a des discours qui se préparent déjà pour les élections annoncées le 20 décembre prochain. Le rapport final de votre enquête avec cet échantillon qui s'est plaint de la façon où les choses se passent, vous ne voyez pas que vous serez mal taxé par ceux qui sont au pouvoir? Ce serait une mauvaise façon de percevoir les choses parce qu'il ne s'agit pas de nous. Il faut taxer la population. Il s'agit de la population. Nous ne sommes qu'un miroir. Vous voyez, quand vous regardez le miroir et que votre miroir vous dit que vous êtes noir, le problème, ce n'est pas le miroir. Vous voyez, il faut qu'on se convienne. Si vous regardez votre miroir vous dit que vous êtes gros, si vous cassez les miroirs, vous ne réglez pas le problème.
Le problème, ce n'est pas le miroir. Nous ne sommes qu'un miroir qui reflète ce qu'est la perception. Le problème, c'est la perception. Et je crois que plutôt que de chercher à casser le miroir, il faut se demander pourquoi la population perçoit ainsi. Et comment faire pour améliorer la perception de la population. Ben, on peut dire que cette enquête est boutiquée parce que ça deviendrait des bonnes guerres en politique. Quand l'on veut atteindre l'apogée, tous les moyens sont bons. Vous êtes expert en sciences politiques, je n'ai rien à vous apprendre. Non, je crois que c'est une façon, c'était raccourci pour ne pas voir les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est que par exemple, je vous donne un exemple simple. Nous sommes allés à Andanou, nous avons eu des dépendants des militaires. Une femme d'un militaire s'est levée et m'a dit: Christian, on dit toujours que les enfants des militaires sont des Koulouna. On nous indexe nos enfants. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les militaires vivent dans des conditions de modicité. Moi, j'ai arrêté mes enfants. J'avais des enfants qui faisaient l'université. J'ai arrêté parce que je ne peux pas scolariser mes enfants. Et aujourd'hui, ils sont à la maison. Et donc exposés à ces problèmes environnementaux et donc demain tomber à Koulouna. Plutôt que de nous indexer, améliorer les conditions de vie des femmes des militaires. Quand une femme dit ça, est-ce qu'elle ment? Qu'est-ce que nous on va boutiquer lorsque vous rencontrez, j'étais à Kanlouka par exemple, les jeunes me disent, ou les jeunes nous disent, parce que c'était pas moi, c'était l'équipe en termes de préoccupation, qu'à Kanlouka nous n'avons pas un terrain de football. Que les jeunes pour jouer au football vont jouer au cimetière. Est-ce qu'on peut boutiquer ça? C'est une préoccupation que nous mettons à la portée des gouvernants. Vous dites, nous constatons qu'il y a une violence, un phénomène Koulouna chez les jeunes, notamment en Kanlouka. Mais comment donner aux jeunes des pistes de sortie face à la violence? Mais le sport, l'insertion par le sport, c'est un moyen, non, de lutter contre le phénomène Koulouna. Ça veut dire si le gouvernement dit, en s'appuyant sur les rapports, tiens, on peut faire de la lutte contre le Koulouna, Kanlouka, par l'insertion par le sport, en allant construire un terrain de football. Nous serons contents. Parce que notre rapport aura permis à présenter des préoccupations qui aura aidé le gouvernement à prendre des décisions pour régler une problématique sociale. Vous étiez où pendant tous ces temps, 18 ans passés du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange? On n'a pas assez de rapports de cet acabit pondu par le CEPAS? Vous vous trompez, vous vous trompez. Moi, je peux vous rappeler, parce que je suis membre de la société civile, qu'en 2018, au sorti des élections, la société civile s'est réunie en partenaire avec le CEPAS et a produit un rapport d'évaluation du processus électoral. En 2018, j'ai pris part à cette rencontre. Je peux vous rappeler qu'en 2012, le CEPAS a mené les études d'avant-projet pour accompagner la réforme du code minier. Le code minier réformé que nous avons obtenu en 2015, les études ont commencé au CEPAS, avec la société civile. Vous devez vérifier ces données. Les études sur le PNSD, le plan national stratégique de développement, ont été menées également avec la société civile, avec le CEPAS. Mais seulement, comme je vous ai dit, l'institution a sa culture. Chaque mois, le CEPAS produit chaque mois un numéro de Congo-Afrique. Ça veut dire, vous avez 12 numéros d'analyse politique produits chaque année. 12 numéros. Depuis 1965. Non-stop. Donc si vous allez à la librairie, vous trouverez le numéro de mai 2023, de mars 2023, d'avril, de janvier. Moi qui vous parle, je écris des articles publiés par Congo Afrique. C'est-à-dire il y a plusieurs manières d'apporter des contributions. Chaque année, le CEPAS organise ce qu'on appelle les journées sociales. Chaque année. L'année passée, on a fait le journée sociale 2022. Chaque année. On a déjà fait 2023. Chaque année. Et les rapports sont produits. Le problème, ce n'est pas qu'est-ce que le CEPAS a fait ou n'a pas fait, parce que la librairie est disponible, la bibliothèque est là. Je vous ai dit que depuis 2006, toutes les cartographies électorales sur le processus ont été faites par Léon de Saint-Moulin, le père Léon de Saint-Moulin, de triste mémoire, qui est un prêtre jésuite et membre de CEPAS, depuis 2006.
toutes les cartographies que nous avons sur les votes, le comportement électoral au Congo ont été produits et sont vendus au CEPAS. Ce n'est pas une affaire de régime. Le CEPAS existe depuis 1965. C'est-à-dire le CEPAS a vu Mobutu passer, le CEPAS a vu Mouzé passer, le CEPAS a vu Joseph Kabila passer, le CEPAS verra Tshisekedi passer. Parce que l'institution demeurera. Très bien, le CEPAS verra Tshisekedi passer. Nous avons abordé presque les questions relatives à cette enquête, mais je voudrais savoir ce qu'a été l'apport des partis politiques qui vous ont accompagné. C'était des partis qui ont observé tout simplement l'enquête ou bien ils ont apporté une pierre à l'édifice? Et donc la culture du CEPAS, c'est travailler sans faire grand bruit. C'est vraiment la culture, le style de la maison. Mais je vais vous surprendre. Vous savez que, par exemple, pour la revue Congo-Afrique, il y a un système d'abonnement. Nous avons des membres d'honneur. Et le premier des membres d'honneur de la revue Congo-Afrique, c'est le président Félix Tshisekedi, qui est membre d'honneur de la revue Congo-Afrique. Le président honoraire Joseph Kabila est membre d'honneur de la revue, en termes d'abonnement, de la revue Congo-Afrique. L'ancien Premier ministre Matla Pogno est membre d'honneur. Le vice-premier ministre Vital Kamerhe est membre d'honneur. L'ancien président Obem Minaku est membre d'honneur. Le président Bahati est membre d'honneur. Il y a énormément de politiques de l'opposition comme du pouvoir qui sont abonnés. Quand je dis membre d'honneur, ça veut dire qu'ils ont payé un abonnement spécial pour la revue Congo-Afrique, et chaque mois, nous livrons. Ils sont suffisamment informés de ce qui se passe ici. À nos membres d'honneur. Ça vous fait une bonne santé financière en même temps? Non, ce n'est pas des grands montants, parce que l'abonnement spécial, c'est 200 $. Vous voyez, c'est 200 $, à partir de 100 $ qu'on fait l'abonnement spécial. Pour nous, le think tank, comme on dit, un think tank, c'est un groupe de réflexion. C'est un cerveau. Mais on ne réfléchit pas pour soi-même. On fait de l'aide à la décision. On réfléchit pour donner aux décideurs, aux dirigeants. Et donc, c'est pour nous d'abord un prestige, que des politiques et d'une fierté, que nos politiques à ce haut niveau s'intéressent à la réflexion produite. Ils sont exactement intéressés, vous les pensez? Parce qu'ils viennent prendre l'abonnement, ça veut dire qu'ils sont intéressés par la production du savoir. Nous pensons qu'ils sont intéressés par la production du savoir. Et chaque mois, lorsque nous produisons la revue Congo-Afrique, nous envoyons à ceux qui sont abonnés spécial, comme le chef de l'État, nous lui envoyons, voici le nouveau numéro de Congo-Afrique et les différentes réflexions menées. Puisque l'élection pointe à l'horizon, vous pensez qu'il sera réélu? On dit qu'il a un bilan positif. Ça, c'est une question pour les Congolais. C'est les Congolais qui vont apprécier sur base de son bilan et sur base du discours qu'il présentera à l'ensemble des Congolais durant la campagne. Et c'est eux qui décideront si oui ou non il faudra lui redonner. Le membre d'honneur de votre revue Congo-Afrique, il paye très bien ses abonnements, donc il est réglo. De plus de 200 membres d'honneur du réseau de la revue Congo-Afrique qui viennent accéder, comme je le dis, à la production du savoir qui est donné aux dirigeants. Il y a énormément de gens, je vous ai dit, c'était par exemple le président honoraire Kabila qui est également membre d'honneur, l'ancien premier ministre Matata qui est membre d'honneur, il y a des magistrats comme les professeurs, comme le professeur Essambo qui est membre d'honneur, énormément des magistrats, pas seulement les politiques, des membres de la société civile aussi qui sont membres d'honneur et qui viennent régulièrement prendre les réflexions. Nous, notre grand plaisir, c'est de produire des réflexions, comme on a fait avec les rapports, qui peut, comme je le dis, la recherche-action, améliorer la société. Mais les feedbacks de toutes ces réflexions auprès de vos abonnés qui sont détails, est-ce que vous en évaluez? Bon, nous produisons de la réflexion. Comme je dis, c'est comme une bibliothèque. Donc nous produisons la réflexion, nous donnons à ceux qui en sont intéressés, c'est à eux librement de l'utiliser ou non. On peut acheter un livre et le mettre dans une armoire, c'est un choix. On peut acheter un livre, le lire, c'est un choix. Donc nous produisons la réflexion. Maintenant la consommation, ça dépend de qui le prend. Très bien. Les partis politiques qui ont accepté de travailler avec vous dans l'enquête, quel a été leur rapport? En fait, comme je le dis, le CEPAS c'est un think tank qui travaille à l'amélioration de la gouvernance. Et nous travaillons énormément en formation avec les partis politiques. Ces partis politiques ont d'abord été formés à la collecte de données. Formés, hein? Formés.
je n'ai pas le nombre de jours, mais prochainement peut-être je peux vous donner les nombres de jours. Ces partis politiques ont été formés. Et ce n'est pas la seule formation que le CEPAS a organisée. Le CEPAS a fait de la formation sur l'analyse, suivi, l'évaluation du projet. J'ai suivi la formation. Le CEPAS a fait la formation sur le fundraising, comment mobiliser. J'ai fait la formation, moi personnellement. Il a fait la formation sur énormément de, il y a une formation en chantier sur la communication politique à la droite des partis politiques partenaires du CEPAS. Je suis l'un des formateurs d'ailleurs. Et donc le CEPAS organise énormément de formations pour les partis politiques. Et donc lorsqu'on a fait la partie théorique qui était la formation, pour appeler aux partis politiques comment vous devez développer les capacités de collecte de données, nous sommes descendus avec eux sur le terrain pour qu'ils puissent observer comment nous, comme enquêteurs, nous mobilisons les données et comment nous produisons les rapports. Pour que demain, ça peut être l'UDPS, ça peut être le PRD, s'il veut développer son programme d'action, ben, il peut faire la même chose. Mais pourquoi est-ce que ces partis politiques n'ont pas fait une large diffusion, large écho de cette enquête dans leur formation politique? Par exemple, au niveau de l'UDPS, on n'en a pas parlé, au MLC également, même le PPRD. Il sera difficile de savoir quel débat on fait à l'intérieur des partis politiques, j'en suis pas membre. Tout ce que moi je sais, c'est que nous les avons reçus, nous avons donné la formation, ils nous ont accompagnés dans la mise en œuvre sur terrain. Nous avons produit le rapport qui est disponible. Il est en ligne, on peut aller sur CEPAS online, vous le trouverez. Ceux qui ne peuvent pas aller en ligne peuvent venir au CEPAS, auprès de Madame Divine au service SAD, vous le trouverez en version papier. Les rapports est disponible, libre aux partis politiques. Comme je vous l'ai dit, la formation c'est comme de l'ensemencement. Vous donnez des graines aux gens. Vous donnez des graines aux gens. Maintenant, libre à chacun de s'aimer ou de ne pas s'aimer. Ça aurait été important que ces partis politiques martèlent en paix sur ce qui a été fait. C'est aussi ça, une bonne collaboration. Ça aurait été notre souhait. Ça aurait été notre souhait si, comme multiplicateur, les partis qui ont reçu la formation, par exemple, se décidaient à faire de la formation à l'intérieur. Je suppose que lorsque les partis politiques nous envoient délégués, ils font rapport au sein de l'institution de formation reçue ou des manuels donnés. Et probablement, ils font comme ailleurs, c'est-à-dire ils font la formation des formateurs, pour que, même si eux physiquement ils ne sont pas là, les partis politiques puissent gagner en expertise. Ça c'est la gouvernance interne des partis politiques. Nous ce qu'on fait, c'est des renforcements des capacités. Maintenant après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de ce qu'il a reçu. C'était une enquête, après c'était un rapport. Là vous êtes à la phase de la sensibilisation qui touche quasiment à sa fin. Quelle est la prochaine étape? En fait, l'étape qui suit après le contact avec les citoyens, c'est également le contact avec les gouvernants. Parce que ce rapport doit également être présenté, devra également être présenté aux gouvernants. Et nous pensons notamment aux élus. Et donc le CEPAS va en temps organiser une rencontre prochainement avec les députés nationaux pour présenter les rapports, pour qu'eux également s'approprient ce qui est leur obligation comme gouvernants, c'est-à-dire celle de produire des discours qui soient en phase avec les préoccupations des citoyens. Certainement l'évaluation, nous allons évaluer ce qui a été fait en termes de rapport, en termes de feedback reçu, et c'est sur base de l'évaluation qu'on va projeter les prochaines étapes. Je vous ai rappelé que le CEPAS a un plan triennal, ça veut dire un plan d'action qui a été élaboré depuis 2020 et qui trace comment nous allons marcher de 2021 à 2024. Donc il n'y aura pas de grands changements parce que la planification existe déjà. Certainement des amendements tenant compte du feedback qu'on reçoit. Et ce n'est qu'à partir de 2024 qu'on va faire le prochain plan triennal pour les prochaines 3 prochaines années, qui sera 2024, probablement 2025, 2028. Nous avons fini cet entretien. Un résumé de votre part? Le résumé, c'est que ce rapport a été produit pour lancer les débats sur la qualité de l'offre politique. Comment nous faisons en sorte pour rapprocher l'offre politique avec les préoccupations des citoyens. Et comment les acteurs qui sont ceux censés faire ce travail de production de l'offre travaillent à cela. Puisque nous sommes à la fin, nous sommes en veille d'élection présidentielle. Nous sommes en train d'aller à notre 4e scrutin. Et nous n'avons jamais eu de débat autour de l'offre politique des candidats présidents. C'est-à-dire un débat présidentiel. Voyez-vous, si déjà, après 4 élections, nous ne pouvons pas comme citoyens avoir la possibilité de jauger de l'offre politique de ceux qui viennent vers nous pour solliciter nos voix. C'est quand même un problème, non? Donc ce serait utile, par exemple, d'avoir un débat présidentiel avant décembre 2023 pour que chaque candidat présente aux Congolais ce que moi je vais faire pour le pays. Et nous, qui vous votons, nous construisons un pacte social autour d'un projet à partir duquel on va vous juger. Mais si le débat c'est comment nous jugeons à la fin des mandats du bilan de l'action?
Parce qu'en amont, il n'y a pas une offre. Donc nous pensons comme CEPAS que le jeu politique doit tourner autour d'une offre. Et c'est la population d'être exigeante pour pousser les acteurs à produire une offre conforme à leurs préoccupations. Et c'est aux acteurs de s'approprier les préoccupations des citoyens et de les transformer en offres politiques qui répondent aux préoccupations. Je rappelle que vous êtes Christian Moleka, l'un des experts du Centre d'études pour l'action sociale. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé.